The Dark Knight, l'histoire de Gotham City, c'est Batman, c'est le Joker, c'est la lutte du bien contre le mal. Batman va-t-il réussir à anéantir la pègre? Charles, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Christopher Nolan, un des cinéastes les plus connus du cinéma américain actuel, qui a débuté à la fin des années 90, avec un curieux film, Le Suiveur, Following, où un type décide de suivre quelqu'un dans la rue au hasard et de voir ce qui se passe. Il fera ensuite Memento, qui est assez connu, sur un amnésique, et puis se lancera dans des films à gros budget, souvent de science-fiction ou de super-héros, à l'exception du Prestige, la rivalité de deux prestidigitateurs dans la Vienne du début du siècle, très intéressant. Et donc, le sommet de sa carrière, pour le moment, on peut dire, c'est The Dark Knight. Il fera par la suite des films connus qui ont marché. Interstellar a bien marché. Le film de guerre Dunkerque, Tenet, plus récemment, qui sont, allez, on va être gentil, des films labyrinthes. Ouais, c'est un peu la spécialité de Nolan, c'est nous amener dans 36 directions, pendant 2h30 ou 3 heures, le film part dans tous les sens. C'est un petit peu ce qu'on reprochera aussi à Dark Knight, quand même beaucoup moins que Inception ou Tenet. Là, c'est le sommaire. Il y a des gens qui apprécient. Oui. Moi, les pseudo-théories scientifiques, qui tiennent pas la route et qu'après il nous fait des tartines, personnellement, j'accroche pas trop. Mais si on a choisi ce Batman-là, Charles, c'est déjà parce que c'est notre Batman préféré. Ah oui, et je pense que c'est, à ce jour, le meilleur Batman. Ouais. Il est supérieur aux Tim Burton, qui sont très appréciés, avec Michael Keaton, nettement supérieur évidemment à Val Kilmer, qu'il a joué, ou George Clooney dans des films de Joel Schumacher, cinéaste intéressant par ailleurs. Je pense que c'est effectivement le meilleur et le plus cher. Oui, parce que en regardant ce film, mais alors tout de suite, dès les premières images, on a une sensation d'espace. On a une sensation de pépette, ça sent l'argent. Ah oui. Chaque plan, on se dit, mais purée. Comme si on mettait en bas, ça a valu, ça a coûté $10 000. Ouais, chaque plan, t'as l'impression qu'il a coûté un film entier normal, quoi. Bon, d'habitude, on a déjà ressenti des sensations d'espace dans les films, dans les westerns, dans les films de nature. Mais là, c'est un film qui a lieu en plein centre-ville. Et on n'a jamais vu une impression d'espace comme ça, puisque à chaque fois qu'ils se trouvent quelque part, genre ils sont dans une pièce, la pièce, t'as l'impression qu'elle fait 100 mètres carrés, quoi. Oui. C'est incroyable. Oui. Donc pour ça, tout de suite, on vous le dit, le film, regardez-le en écran géant, sortez le 7.1 parce que c'est vraiment, on est c'est pas à regarder sur un téléphone portable. Sur notre siège, vraiment, les séquences, c'est très bien réalisé et on va voir que c'est super bien interprété avec un casting de légende. Ah oui, le casting est vraiment à la hauteur. C'est l'Everest, l'Annapurna. Ouais. Heath Ledger. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Heath Ledger, regretté acteur. Oui, puisqu'il semblerait qu'il se soit suicidé juste avant la sortie du film. Juste avant la sortie du film, acteur qui était plein de promesses, il me fait penser un peu à Patrick Devers. Oui. Même si c'est pas les mêmes types de rôles. Un jeu tellement vrai qu'on se dit, le gars, c'est pas un acteur, il est. Il joue pas, il est. Et puis là, comme il joue un dingo, forcément. Absolument. Il est entouré, alors, effectivement, de gens extraordinaires. Aaron Eckhart. Moins connu, mais que je conseille vraiment. Si vous voyez ce nom, n'hésitez pas, c'est un excellent comédien. Sa tête vous dit sûrement quelque chose, même si le nom... Il a joué dans Le Dahlia Noir de Brian De Palma, entre autres. Il y a Michael Caine, le vétéran maintenant Michael Caine, qui est l'acteur fétiche de Nolan. Il était dans Le Prestige, il est même dans Tenet, encore. Il est dans tous les films de Nolan, pratiquement. Il y a Gary Oldman, encore un acteur extraordinaire. Il y a Christian Bale, encore l'un des plus grands acteurs, qui est, lui, cette fois-ci, Batman. Il y a Maggie Gyllenhaal. Donc, c'est la sœur de Jake Gyllenhaal. Elle est un peu en retrait actuellement. Elle remplaçait, là, l'actrice qui était prévue, qui était Kate Holmes, qu'on avait vue dans Batman Begins. C'est pas le meilleur choix, ce que les Américains appellent miscast. Et là, Maggie Gyllenhaal, c'est pas la meilleure. Par rapport aux autres, voilà. Et encore un acteur mythique et remarquable, Morgan Freeman. Magnifique acteur, à la filmo extraordinaire, de Clint Eastwood à Luc Besson. Lucie. Donc une distribution, rien à dire. Là, on a un casting superbe, comme dit, c'est très bien réalisé, il y a un budget de dingue, l'interprétation pète la baraque.
Donc vraiment, c'est absolument vraiment une impression de spectacle, de grand spectacle. Ah oui, c'est du grand spectacle. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. C'est presque un opéra. C'est presque un opéra. Alors bon, ne jetons pas trop de fleurs non plus, parce qu'encore une fois, il y a des défauts. Oui, d'ailleurs, la critique américaine est assez mitigée. Hein. En Amérique, parce que je crois que c'est le 4e film au box-office à l'époque. Voilà. Il a fait plus d'1 milliard de dollars de recettes. Oui. Donc il a fait, je crois, 530 millions de spectateurs aux États-Unis, au Canada. Oui. Donc voilà, même si les critiques sont mitigées, en tout cas, le film a marché du feu de Dieu. Oui. Malgré ça, toujours ce défaut de Nolan, pourquoi il nous fait un film de 2h40? Oui, beaucoup trop long. Pourquoi il y a tellement de ramifications, une histoire par-ci, une histoire par-là? Oui. Nolan, va voir un peu du Carpenter, là, ça t'apprendra un peu à rester sur une intrigue simple. Parce que si le film avait fait 1h30 avec une intrigue simple et 2 ou 3 ramifications, c'était largement suffisant. Ça aurait donné un film génial. Absolument. Donc ça, c'est absolument superbe. Moi, il y a une autre chose, Charles, qui m'a un petit peu dérangé. Et ça arrive souvent chez les Américains. C'est que on s'en rend peut-être plus compte aujourd'hui. Mais ces films où la vie humaine ne vaut pas plus qu'un Kleenex, moi, ça me dérange un peu. Et en regardant ce film avec une certaine attention, Charles, on se rend compte que... c'est excellent ce que tu dis là. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Le film est quand même sadique, quoi. Il est vraiment sadique. Malraux disait, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. On pourrait l'appliquer. Hein. On parle souvent de films ultra... Enfin, avec Charles, on a vu des films très très violents, on a parlé, on les a même revendiqués, il n'y a pas de souci. Et où on flingue beaucoup. Hein. Mais souvent... il n'y a pas ce côté sadique. Là, il y a vraiment un côté sadique. Déjà, le Joker en lui-même, il est vraiment sadique. Et il y a ces côtés comme ça, la vie humaine, rien à foutre, quoi. Moi, personnellement, ça m'a un peu gêné. Alors, je vais peut-être faire comme ça mon moralisateur, mais bon, voilà, quoi. Sinon, en tout cas, c'est un film qu'on vous conseille. C'est le meilleur Batman. C'est le meilleur Batman. Les autres sont pas, voilà, à la limite, les Iron Man sont meilleurs que la série Batman. Mais celui-là, vraiment, il a quelque chose. Avec encore un acteur intéressant, là, Robert Downey Jr., hein. Ouais. Qu'on ne retrouvera malheureusement plus dans The Dark Knight Rises. Que je n'ai pas vu. Qui est bien, mais on n'arrivera plus à retrouver ce sommet qu'il y a dans ce film qui date de... Oui, parce qu'il est allé très haut, effectivement, bon, c'était difficile de... Un mot sur la musique, hein. Ouais. Parce que la musique, c'est important. Alors, nous avons là 2 compositeurs pour le prix d'un. 2 compositeurs qui sont réputés. Le plus connu, c'est Hans Zimmer, hein, compositeur d'origine allemande, fameux Gladiator, c'est lui, superbe partition. Et James Newton Howard, peut-être un peu moins connu, encore que les amateurs le connaissent, compositeur attitré de M. Night Shyamalan, Sixième Sens avec Bruce Willis, compositeur aussi du western Wyatt Earp, très très belle partition. Et les 2 hommes ont vraiment, comment dirais-je, il y a une vraie complicité. Et c'est pas, il y en a pas un qui a dit, oh, moi, je vais faire mieux que toi. Il y a pas de rivalité. Et ça donne une partition. Alors ne cherchez pas un thème. On n'est pas dans les partitions de John Williams. Star Wars, tout le monde se souvient du thème. Superman, on s'en souvient. Là, c'est pas le cas, mais c'est une partition qui est forte, qui convient très bien. Écoutez le générique en 7.1 à la fin, ça pète, hein, avec un orchestre, je sais pas combien de monde il y a là. Oui, moi généralement ça me dérange quand il n'y a pas de thème, quand il n'y a pas d'identité, mais quand il n'y a pas de mélodie, c'est dérangeant. Ouais. Là, ça n'est pas du tout dérangeant, parce que c'est vraiment une musique de soutien aux images. C'est un peu ce qu'on avait aussi dans le Blade Runner 49, c'est une musique comme ça qui se mélange aux effets spéciaux et qui pousse les scènes vers le haut. Alors, en plus, Hans Zimmer, c'est un peu le chef d'orchestre. Oui. Ça convient très bien à des films très chers. Oui. Ça s'accorde parfaitement. Et en plus, je l'ai entendu dans une interview où il disait qu'au départ, il avait fait des thèmes pour le Joker et Batman. Oui, absolument. Mais que finalement, il s'est rendu compte que ça enlevait à la complexité du personnage et que finalement, on les entend un peu au début, mais après, il a laissé tomber. Et je trouve que vraiment, la musique est absolument exceptionnelle. Mais encore une fois, c'est une musique de soutien aux images et ça fonctionne super. Elle fonctionne effectivement très bien. Donc on a un film de qualité. Ouais. Ah bah là, la qualité. Les productions américaines déjà c'est génial, mais quand on a 185 millions de dollars,
Oui. avec un réalisateur qui sait quand même, et surtout une interprétation, un casting génial, bon bah voilà, ça donne un film à grand spectacle qui ne vieillit pas. Est-ce qu'on pourrait comparer Nolan à David Lynch pour la complexité, la difficulté de comprendre certaines choses, ou c'est deux univers différents? C'est deux univers différents parce que David Lynch nous laisse interpréter nos propres imaginaires, nos propres fantasmes, alors que là, oui, très bien. lui, il veut nous dire la réalité physique des choses, quoi. Et c'est là où ça colle plus. Je sais qu'à un moment, il l'a aussi fait, mais il l'a fait moins, mais dans Dark Knight aussi, puisqu'à un moment, il nous explique que il y a une technique pour arriver à voir à travers les téléphones portables comme le ferait un sonar. Je suis désolé, mais quand tu t'attaques à un truc comme ça, comme Tenet et Inception, il faut être crédible. Donc c'est pas seulement apprendre les théories de la physique, c'est aussi qu'elle reste crédible. Or, ni dans Inception, ni dans Tenet, ni là avec ses sonars dans Dark Knight. Alors les gens qui n'y connaissent pas, ils vont dire « Oh, c'est génial, j'adore tout ça ». Moi, j'adore la physique, je m'y intéresse un peu, c'est pas crédible, on peut pas y croire. Dommage. Donc, The Dark Knight. Littéralement, le chevalier noir. Mais bon, le chevalier des ténèbres. Ce serait plus le chevalier des ténèbres. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé le chevalier noir en français. Parce que Dark, on l'a plutôt laissé Dark Knight. Quelquefois, on l'a je crois qu'on a plutôt laissé. Et ça ils l'ont sous-titré le chevalier noir. Sous-titré, oui. Donc, Christopher Nolan. Un grand film. Bon film. Bon film.